Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de la filière Marie de m'avoir invité à réaliser ce topo concernant l'hémostase au cours de la grossesse. Mon exposé sera articulé en 3 points. Tout d'abord, je vous parlerai des modifications physiologiques de l'hémostase pendant la grossesse. Puis, je vous donnerai simplement quelques grands principes de prise en charge de la grossesse chez les patientes ayant une pathologie de l'hémostase héréditaire ou acquise, qu'elle soit hémorragique ou thrombotique, mais déjà connue. Et enfin, je vous parlerai des principales pathologies acquises de l'hémostase qui sont favorisées par la grossesse. Voyons d'abord les modifications physiologiques de l'hémostase pendant la grossesse. Ce que vous voyez représenté ici, c'est une vue globale simplifiée de l'hémostase avec à gauche un pavé concernant l'hémostase primaire qui aboutit à la formation du clou plaquettaire et dont les acteurs sont bien sûr l'endothélium vasculaire, les glycoprotéines plaquettaires et certains facteurs plasmatiques, notamment le facteur Willebrand et le fibrinogène. À droite, ce pavé-là concerne la coagulation qui implique des facteurs plasmatiques, le facteur tissulaire, le facteur 7, le 12, le 11, le 9, le 8, le 10, le 5, le 2, le fibrinogène et le facteur 13, et les membranes plaquettaires, notamment leurs phospholipides. Ce pavé de coagulation aboutit à la formation du caillot de fibrine, la résultante de tout cela étant la formation ultime du caillot fibrino-plaquettaire. Représentés en rose clair, vous voyez les systèmes régulateurs de l'hémostase, qu'il s'agisse principalement d'Adams 13 pour ce qui concerne l'hémostase primaire, des inhibiteurs physiologiques de la coagulation comme l'antithrombine, la protéine C et la protéine S pour la coagulation, pour les inhibiteurs physiologiques de la coagulation, et du système fibrinolytique concernant notamment la plasmine et les régulateurs de l'antiplasmine pour réguler le caillot fibrino-plaquettaire. Intéressons-nous d'abord aux modifications de l'hémostase primaire. Ce que vous voyez représenté ici, ce sont l'évolution des taux de facteur Willebrand, de facteur 8 et d'Adams 13 en fonction du terme de la grossesse et du postpartum. Ce qu'on remarque, c'est que, encore une fois de manière physiologique, les taux de facteur Willebrand sont multipliés par 2 à 3 au terme de la grossesse, ce qui est donc en faveur d'un phénotype pro-agrégant. Ces taux de facteur Willebrand, en l'absence d'allaitement, c'est-à-dire en l'absence de stimulation hormonale continue, rediminuent finalement jusqu'aux valeurs de base dès J3 du postpartum. Donc c'est ce que vous voyez représenté ici par les courbes. Vous voyez que la Adams 13 a une courbe qui est à peu près une courbe en miroir de celle du facteur Willebrand, ce qui veut dire que de manière physiologique, l'activité d'Adams 13 diminue un peu pendant la grossesse, probablement par un mécanisme de consommation par le facteur Willebrand augmenté. Autre modification de l'hémostase primaire, qui n'est pas systématique, elle, mais qui peut exister, c'est la thrombopénie gestationnelle. Cette thrombopénie gestationnelle concerne 5 à 10% des grossesses et elle représente à peu près 3/4 des thrombopénies qui sont observées au cours de la grossesse. La physiopathologie relève probablement d'une hémodilution et également d'une consommation augmentée ou d'un turnover accéléré des plaquettes qui sont associées à une hyperréactivité plaquettaire in vitro. Elle consiste, cette thrombopénie gestationnelle, en une diminution de la numération plaquettaire de 7 à 12% à partir du 5e mois de grossesse. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une thrombopénie isolée, modérée, c'est-à-dire toujours supérieure à 70 gigalitres et asymptomatique. Donc finalement, ces principaux diagnostics différentiels dans tout le panel des thrombopénies, les diagnostics différentiels, ce sont ceux des thrombopénies isolées, qui peuvent survenir également pour d'autres causes à l'occasion de la grossesse, le PTAI idiopathique, une thrombopénie d'origine iatrogène, bien sûr, une thrombopénie piège, qui est la maladie de Willebrand de type 2B, et enfin certaines thrombopénies congénitales qui peuvent, de manière fortuite, être révélées à l'occasion d'une grossesse. Cette thrombopénie gestationnelle, de manière très importante, n'existait pas avant la grossesse et se corrigera spontanément après l'accouchement dans un délai de 15 jours à 3 mois. Elle ne fait pas courir de risque de thrombopénie au nouveau-né. Et chose importante, chez la mère, elle n'est jamais accompagnée de complications hémorragiques et lorsqu'elle est supérieure ou égale à 100 gigalitres, elle autorise en général l'anesthésie péridurale. Intéressons-nous maintenant aux modifications de la coagulation au cours de la grossesse. Tout d'abord, la modification des facteurs de la coagulation.
Les facteurs de la coagulation peuvent varier un peu dans tous les sens au cours de la grossesse. Certains restent stables, comme le facteur 2, le facteur 5 et le facteur 9. D'autres ont tendance à nettement augmenter, notamment le facteur 8, mais également le 7, le 10 et le fibrinogène. Et parmi les facteurs qui diminuent, c'est surtout le facteur 11 et aussi à terme le facteur 13 de la coagulation. Ces modifications des facteurs de la coagulation entraînent un raccourcissement du temps de Quick et du TCA à partir de la fin du deuxième trimestre de grossesse, et ce qui est en faveur d'un phénotype procoagulant. Les inhibiteurs physiologiques de la coagulation se modifient également au cours de la grossesse. L'antithrombine diminue à peu près de 15% au terme de la grossesse. La protéine C subit des fluctuations, elle augmente un peu au deuxième trimestre, puis elle se met à diminuer au troisième trimestre, puis augmente à nouveau dans le postpartum. La protéine S diminue progressivement et de manière importante, atteignant 50% de sa valeur seulement à terme, et persiste 2 mois dans le postpartum. Ces modifications des inhibiteurs physiologiques de la coagulation vont également dans le sens donc d'un phénotype procoagulant, surtout au troisième trimestre de la grossesse et dans le postpartum. Le système fibrinolytique, lui aussi, se modifie au cours de la grossesse avec une augmentation du plasminogène et une diminution de l'alpha-2 antiplasmine, une augmentation de l'activateur tissulaire du plasminogène, une diminution, pardon, une augmentation des taux de PAI-1 et de PAI-2, et à noter qu'il y a une synthèse de l'activateur du plasminogène par le placenta. La résultante de toutes ces modifications, c'est une hypofibrinolyse, notamment au troisième trimestre de grossesse et aussi durant le travail et la délivrance. Malgré cette hypofibrinolyse, on voit au cours de la grossesse les dédimères augmenter jusqu'à des taux qui peuvent aller de 1000 à 1200 nanogrammes par ml, avec pour rappel des normes hors grossesse qui sont inférieures à 500. Et cette augmentation des dédimères que l'on constate au fur et à mesure de la grossesse et notamment à terme, est due à une fibrinolyse réactionnelle secondaire à la formation excessive des caillots de fibrine par excès de thrombine. Donc, comme vous avez vu, les facteurs proagrégants et procoagulants varient un peu dans tous les sens. La résultante, c'est ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que physiologiquement, au cours de la grossesse, se développe un phénotype prothrombotique, donc qui est plutôt en faveur d'une procoagulation. Et ce phénotype prothrombotique physiologique, il est lié aux effets proagrégants, procoagulants et hypofibrinolytiques que je viens de vous expliquer. C'est probablement une adaptation naturelle de l'organisme pour prévenir le risque hémorragique de la délivrance au terme de la grossesse, mais ça reste néanmoins un réel facteur de risque de thrombose veineuse dans le postpartum, et cela jusqu'à 6 semaines dans le postpartum. Donc globalement, ce qu'on doit absolument retenir, c'est que la grossesse est associée à un état d'hypercoagulabilité, où vous voyez que dans ce système, dans ces modifications physiologiques, les activateurs de la coagulation pèsent plus lourd que les inhibiteurs de la coagulation. Dans la deuxième partie qui sera très brève, vous allez comprendre pourquoi, je vous parlerai des grands principes de prise en charge de la grossesse chez des patientes qui ont déjà une pathologie de l'hémostase connue. C'est un panel, vous voyez, les grands cadres nosologiques des principales pathologies de l'hémostase, les pathologies hémorragiques d'abord, que ce soit la maladie de Willebrand, les femmes conductrices d'hémophilie A et d'hémophilie B, les autres déficits en facteurs de la coagulation, qui sont quand même beaucoup plus rares, les thrombopénies et les thrombopathies qui forment un ensemble extrêmement hétérogène. Les principales pathologies thrombotiques maintenant, les déficits en PCPS antithrombine, les mutations du facteur 5 Leiden et du facteur 2, et le syndrome des antiphospholipide. Alors vous doutez bien que chaque pathologie de l'hémostase associée à la grossesse constitue un sujet en soi, et que je n'ai pas le temps au cours de cet exposé de vous les détailler une par une. Donc c'est pour ça que je vous donne simplement les grands principes de prise en charge de la grossesse, encore une fois chez ces patientes qui ont une pathologie de l'hémostase, qu'elle soit héréditaire, acquise, hémorragique ou thrombotique, qui est déjà connue avant la grossesse. Un point capital, c'est de retenir que la prise en charge de ces patients doit être pluridisciplinaire, associant bien entendu l'obstétricien, l'anesthésiste, le médecin hémostasien et, selon le type de pathologie, le médecin interniste qui suit le patient, sans oublier le pharmacien hospitalier qui va être amené à délivrer, dans certains cas, des produits dérivés du sang ou des médicaments dérivés du sang qui seront utilisés pour cette prise en charge.
Idéalement, le suivi et l'accouchement de ces patientes doit se faire en CHU, notamment pour les formes les plus sévères, puisque CHU qui contiennent une maternité de niveau 2 ou de niveau 3. Ce suivi et cet accouchement en CHU est très souvent indiqué, voire indispensable, encore une fois, dans les pathologies les plus sévères. Pour les pathologies hémorragiques, les principales questions qui reviennent toujours sont quid de l'anesthésie loco-régionale, quid d'un traitement substitutif du per et du péripartum, voire d'une prophylaxie substitutive pendant la grossesse, encore une fois pour les pathologies les plus sévères. Ces questions ont des réponses différentes selon le type de pathologie, selon la sévérité de ces pathologies, d'où le fait que je vous donne ces grands principes sans répondre à chaque question pour chaque pathologie. Pour les pathologies thrombotiques, les principales questions qui se posent sont bien sûr la gestion des antithrombotiques pendant la grossesse, notamment si la patiente était déjà traitée avant la grossesse, et quid de l'indication de la thromboprophylaxie pendant la grossesse et le postpartum, selon le facteur de risque thrombotique qui est identifié. Ne pas oublier également l'enfant, avec l'évaluation du risque pour l'enfant, risque hémorragique ou thrombotique, selon qu'il s'agit d'une pathologie héréditaire, donc prendre en charge le mode de transmission génétique, ou d'une pathologie acquise, en gardant à l'esprit que certains auto-anticorps peuvent passer le placenta. Dans la troisième et dernière partie de mon exposé, je me focaliserai sur les principales pathologies acquises de l'hémostase qui sont favorisées par la grossesse. La première, vous vous en doutez bien, c'est la plus fréquente, c'est la CIVD qui est due à une hémorragie du postpartum. Rappelons simplement pour la forme que les hémorragies du postpartum sont la première cause de mortalité maternelle dans le monde et en France, les HPP concernent encore aujourd'hui 5 à 10% des accouchements. Elles représentent environ 20% des admissions en réanimation du péripartum et elles représentent 30% des causes de mort obstétricale directe. Donc c'est pas du tout un problème rare malheureusement. La morbidité maternelle lors de ces hémorragies du postpartum est d'environ la fréquence de 7 pour 1000 naissances, avec, vous voyez, des sévérités variables qui vont du choc hémorragique, de l'anémie sévère, de la complication des transfusions massives, l'insuffisance rénale qui peut persister, voire des nécroses hypophysaires. Donc la CIVD qui consécutive à cette HPP aiguë reste finalement la pathologie acquise de l'hémostase qui est la plus fréquente au cours de la grossesse. Le profil biologique de cette CIVD, il est classique, il n'a rien de spécifique, avec une diminution du fibrinogène et des facteurs de la coagulation par consommation, et donc un allongement du temps de quick et du TCE. La deuxième pathologie de l'hémostase qui est fréquente, qui reste encore fréquente au cours de la grossesse, c'est la maladie thromboembolique veineuse. C'est une complication qui est relativement fréquente par rapport aux autres complications dont je vais vous parler après, mais qui reste globalement, sur l'échelle globale, des complications rares, mais elle reste grave au cours de la grossesse. L'embolie pulmonaire, par exemple, reste une des premières causes de mortalité médicale chez la femme enceinte, avec en France encore aujourd'hui 5 à 6 décès par an. L'incidence est variable selon les études de la littérature, 0,5 pour 1000 à 1 pour 1000. Gardons à l'esprit que le risque de embolie pulmonaire est multiplié par 2 à 5 chez une femme enceinte par rapport à celui d'une femme de même âge qui n'est pas enceinte. Le risque est de 5 à 13% s'il existe déjà un antécédent de thrombose veineuse profonde. D'où l'importance du dépistage des patientes à risque afin de prévenir ce risque thrombotique veineux au cours de la grossesse et du postpartum. Alors, quels sont ces facteurs de risque thromboembolique veineux? Il y a les facteurs qui sont liés à l'histoire des patientes et qu'on doit savoir retrouver à l'interrogatoire, quid des antécédents personnels de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire, et notamment celles sans facteur déclenchant et celles qui sont répétées, quid des antécédents familiaux de thrombose, quid des facteurs liés à la biologie, qu'il s'agisse des anomalies constitutionnelles de l'hémostase avec les déficits en antithrombine, PC, PS, les mutations l'Éden du facteur 5 ou la mutation du facteur 2, ou les anomalies acquises avec le SAPL et l'hyperhomocystéinémie notamment. Après, il y a des facteurs qui sont liés à la clinique des patientes. L'âge supérieur à 35 ans, l'obésité, l'hypertension artérielle, l'existence de varices, l'existence d'une maladie thrombogène sous-jacente, comme par exemple un syndrome néphrotique, une MICI ou des infections chroniques, la multiparité, l'allongement prolongé, la prééclampsie bien sûr. Le risque de maladie thromboembolique veineuse reste important en cas de césarienne en urgence et il reste supérieur à celui d'une césar programmée, qui est lui-même supérieur à celui d'un accouchement par voie basse. En cas de fécondation in vitro, notons aussi que des cycles de thrombose peuvent être inhabituels, notamment au niveau des veines jugulaires.
Enfin, il y a des facteurs supplémentaires de thrombose qui sont liés à la grossesse, qu'il s'agisse de facteurs mécaniques par ralentissement de la circulation veineuse, diminution du tonus veineux, gêne au retour veineux par l'utérus gravide, voire décompensation d'un certain nombre de coquettes qui étaient préexistants. Les facteurs biologiques dont je vous ai parlé en introduction pour les modifications physiologiques, avec, ne l'oublions pas, l'atmosphère prothrombotique, encore une fois physiologiquement liée à la grossesse, due à l'augmentation des facteurs procoagulants, la diminution des inhibiteurs de la coagulation, l'hypofibrinolyse et l'augmentation du degré d'activation des plaquettes. Pathologie maintenant beaucoup plus rare, fort heureusement, mais qui peut être associée à la grossesse et notamment au postpartum, c'est l'hémophilie A acquise, qui concerne environ 1 cas sur 350 000 grossesses. Et retenez que c'est seulement 10% de tous les cas d'hémophilie A acquise qui concernent, gardons-le à l'esprit, principalement des sujets âgés, le plus souvent avec une pathologie néoplasique sous-jacente. Cette hémophilia acquise obstétricale survient le plus souvent après une première grossesse. Elle est le plus souvent diagnostiquée non pas pendant la grossesse, mais lors des 3 premiers mois du postpartum. Mais il est fort probable que les auto-anticorps anti-facteur 8 soient présents pendant la grossesse, notamment dès la fin du 3e trimestre. La rechute est rare en dehors d'une grossesse, mais il faut savoir que la récidive est possible lors des grossesses suivantes. Donc ces femmes devront être particulièrement surveillées. Autre chose importante à retenir, c'est que les auto-anticorps anti-facteur 8 sont capables de passer à travers le placenta, donc attention au bébé à la naissance, qui lui aussi peut avoir de manière passive un facteur 8 un petit peu diminué. C'est chez les femmes en postpartum, cette hémophilie acquise s'associe à une symptomatologie hémorragique en général très importante, et c'est finalement la biologie qui va faire le diagnostic définitif en montrant une activité du facteur 8 qui est effondrée et liée à la présence d'un auto-anticorps anti-facteur 8 qu'il faudra titrer en unité Bethesda parce que ça va conditionner la conduite thérapeutique. 2 mots des principes thérapeutiques, ce sont soit des traitements substitutifs, soit des traitements bypassants. Substitutifs, c'est-à-dire du facteur 8 si le titre d'anti-8 n'est pas trop élevé. Bypassant, ça peut être par exemple du Novo-7, mais à utiliser avec extrêmement de précaution dans ce contexte obstétrical ou du postpartum, et évidemment des immunomodulateurs, puisque cette hémophilie acquise est finalement une maladie auto-immune. Dernière chose, les syndromes de Matt, et cette diapositive fera la jonction avec, notamment l'exposé du docteur Joly qui va suivre sur le PTT de la grossesse et puis les autres Matt de la grossesse dont on va vous parler. Les syndromes de Matt au cours de la grossesse sont très rares dans l'ensemble bien sûr, mais existent. Il faut les avoir à l'esprit pour être capable de les évoquer et de faire les diagnostics avec d'autres pathologies. Vous voyez en bleu à gauche les Matt ou anomalies de l'hémostase qui ne sont pas spécifiques de la grossesse, mais qui peuvent apparaître au cours d'une grossesse. Encore une fois, on va vous en parler après. Le syndrome hémolytique et urémique, le PTT et certains syndromes de Matt qui sont associés au SAPL, voire à certaines CIVD très importantes. Et puis à droite, en rose, les MAT ou anomalies de l'hémostase qui sont cette fois-ci spécifiques de la grossesse, comme l'après-éclampsie, le HELLP syndrome ou le CHAG. Voilà, je termine, c'est la fin de mon exposé. Je passe la parole au docteur Bérangère Joly et je tiens à remercier l'ensemble de mon équipe de la Riboisière avec qui je travaille depuis déjà de très nombreuses années.